Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Hugo Clémou. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir parler dans ce séminaire. C'est un séminaire, je vais le présenter rapidement, qui a été développé il y a une année en parallèle avec la publication de la revue. Nous travaillons sur la revue, ça fait une douzaine d'années maintenant plus. La revue s'appelle Al-Mukhatabet, la revue Al-Mukhatabet. Al-Mukhatabet tout simplement veut dire des allocutions ou actes de langage, si on veut, mais on mise surtout sur le dialogue et sur l'interaction et la conversation, bien sûr. Nous pensons que c'est vraiment euh, ce qui est déterminant dans la pensée, c'est de l'échanger, de pouvoir aussi la construire en échangeant et en, en délocutant, comme me dit souvent Jean-Claude Dumancel qui, euh, qui ce soir n'est pas avec nous, mais qui est un fidèle de ce séminaire. C'est le verbe délocuter, un peu, c'est un peu dans cet esprit-là. Séminaire, ça, on l'a baptisé rencontre parce que c'est le plus important. C'est une nouvelle rencontre avec toi, Hugo, ce soir. Et pour un peu découvrir ce que tu fais, et puis voir un peu aussi tes publications, et puis t'écouter un moment, et ensuite te poser quelques questions. Je vais te présenter rapidement, puisque cette conférence est enregistrée, pour ceux qui vont la visionner l'enregistrement tout à l'heure, ou dans un an, deux, trois. Hugo Clément est agrégé de philo. Il a longtemps enseigné la philosophie en lycée, je dirais depuis 2001, et a été chargé de cours à l'Université de Tours. Actuellement, bien sûr, Hugo Clément est maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art à l'Université Gustave Eiffel, et membre de l'équipe interne Confluence cinématographique, audiovisuelle, musicale et art numérique du laboratoire LISA, littérature, savoir et art, et rattaché à l'UFR, l'acte, lettres, art, création et technologie. Hugo a publié, d'après mes connaissances, au moins 4 livres, voire plus, peut-être que je ne connais pas tout, et beaucoup d'articles. Je citerai rapidement, vraiment, par ordre chronologique, les publications concernant les ouvrages de Hugo Clément. D'abord, je crois, chez Vrin, 2011, sous le contrôle direct d'Hugo, les jeux philosophiques de la trilogie Matrix, chez Vrin. Ensuite, 2014, la philosophie d'après le cinéma, une lecture de la projection du monde de Stanley Cavell. Ensuite, 2015, un ouvrage collectif, enseigner la philosophie avec le cinéma. Et surtout, le livre Chévrin, 2018, Cinétique. C'est pas cinéétique, cinétique. Il y a un H après le T, donc pour ceci, ce vocabulaire d'un autre. Bon, je voulais dire autre chose. Oui, oui, la thèse, c'est très important pour les étudiants. La thèse de Hugo Clément portait sur les nouvelles approches philosophiques au cinéma. Et bien sûr, j'ai rencontré, moi, personnellement, Hugo pour la première fois lorsqu'on travaillait sur un numéro spécial de la revue en 2014, il y a une dizaine d'années, sur Wittgenstein. On a publié un numéro de 460 pages et on était vraiment heureux de voir Hugo Clément participer en 2014 à ce volume qui était, entre autres, édité aussi par Christiane Chauviré, par beaucoup d'autres experts de la philosophie wittgensteinienne et en 3 langues, parce qu'on a publié des articles en 3 langues. Et donc, c'était la première fois que j'entends parler de Hugo Clément. Et c'était lorsque je lisais son article sur Wittgenstein et la philosophie du cinéma. Donc, ça a été publié dans ce volume qui est paru en 2014. C'était le neuvième. Nous sommes maintenant au numéro 57 et on continue l'aventure. On a Oh, wow. publié, on a publié sur papier 6 chez Arabesque à Tunis. On a publié un numéro qui est le 17 chez l'Harmattan à Paris. On a publié 4 numéros en coopération avec une université roumaine
l'université d'Unare de Jos, qui est à Galatie en Roumanie. On a publié numéro 45, 49, 53, et le numéro qui va ouvrir l'année 2026, il est déjà prêt, il vient de sortir. Et donc, c'est notre vraiment objectif, c'est de sortir un petit peu dans notre cadre et d'aller vers les autres cultures. Et puis, ça, apparemment, ça a assez bien marché, ça a assez bien fonctionné. D'où Et- l'idée de créer ce séminaire-là, sur lequel on travaille depuis un an. Et on a eu l'honneur, le plaisir de voir vraiment des gens, des figures un peu de la culture francophone, européenne, mondiale, passer par ce séminaire. Et donc, bien sûr, Hugo Clément, qui est quelqu'un vraiment qui travaille énormément dans ce domaine-là, très intéressant, très prometteur, à la fois pour les arts et pour la philosophie et pour les technologies. Donc, je vais donner bien sûr la parole à Hugo, qui va parler pendant le temps qu'il désire, et il va nous parler d'Anar à l'état vif. Il va défendre les séries télévisées. Et bien sûr, on aura peut-être la possibilité tout à l'heure de lui poser quelques petites questions parce que vraiment, les séries télé sont vraiment omniprésentes dans notre culture, dans nos sociétés arabes. Et peut-être on n'a pas la même vision de leur place et de leur place dans nos sociétés. Voilà, Hugo. Merci pour cette généreuse présentation, MD, et merci pour l'accueil aussi en 2014 dans la revue consacrée à Wittgenstein. C'était un moment important pour moi de pouvoir publier cet article peu de temps après la soutenance de thèse. Donc aujourd'hui, oui, je vais travailler sur un sujet. J'ai choisi le titre Un art à l'état vif, défense des séries télévisées. Et j'aurais pu aussi bien l'appeler les séries télévisées défense d'un art populaire. Cependant, le champ de l'art, dans le champ de l'art et de l'esthétique, lorsqu'il rentre dans une expression comme art ou culture populaire, le terme populaire est un mot profondément polysémique et rarement neutre. Il peut bien sûr désigner en un sens ordinaire ce qui est apprécié par un grand nombre de personnes, mais il est le plus souvent chargé de connotations négatives, fonctionnant comme un synonyme de commercial, d'art de masse, de kitsch, voire de vulgaire. C'est cette ambiguïté fondamentale et ce mépris historique qui fait que dans l'expression art populaire, le mot populaire est ce qui fait problème. Et c'est précisément parce qu'il fait problème que le mot défense s'impose aujourd'hui. Nous vivons un paradoxe. Jamais les séries télévisées n'ont connu une telle reconnaissance critique, académique et institutionnelle, et il est difficile de trouver un exemple d'art qui soit aussi vivant, c'est-à-dire à la fois marqué par un dynamisme et une évolution exceptionnelle, mais aussi fortement intégré à la vie privée comme publique. On pourrait dire des séries qu'elles sont aux formes d'art traditionnel, ce que les langues vivantes sont aux langues mortes, de l'art à l'état vif. Peut-être est-ce pour cette raison qu'elles sont passées, en l'espace de 2 décennies, du statut d'objet de mépris, de simple divertissement d'îlotte, pour reprendre les termes célèbres de Georges Duhamel à l'encontre du cinéma, à celui de champ d'études légitimes, de laboratoire d'éveil politique ou de ressources pour l'éducation morale. Pourtant, au moment même où cette légitimation semblait acquise, un puissant backlash s'organise. En France, le succès journalistique étonnant d'essais critiques comme Boniment de François Bégodeau, Netflix, l'aliénation en série de Romain Blondeau ou Vide à la demande de Bertrand Cochard signale une contre-offensive. Ces textes dénoncent les séries comme une aliénation, un vide, une pure marchandise conçue pour capter notre temps de cerveau disponible. Mon propos aujourd'hui n'est pas seulement de défendre les séries contre ces attaques spécifiques, mais de sonder la nature même de cette contre-offensive, car ce backlash anti-série n'est pas un phénomène anecdotique. Backlash est le titre d'un film hollywoodien d'Eugene Ford de 1947, dans lequel un homme se venge de sa femme en la faisant accuser du meurtre qu'il a commis. Dans l'ouvrage qui a rendu le concept de backlash célèbre, en 1991, Suzanne Faludi voyait la même manœuvre derrière les nombreuses accusations dirigées contre le féminisme.
Les progrès des droits des femmes étaient alors accusés des maux dont souffraient les femmes à l'époque, comme le wokisme est aujourd'hui en France accusé de la plupart des maux dont souffre notre époque. Le concept de backlash désigne ainsi le contre-coup des avancées acquises grâce au féminisme. Ce backlash anti-série s'inscrit, selon moi, dans une convergence troublante avec cette offensive conservatrice. Ce n'est plus seulement une contre-offensive médiatique, mais un authentique choc en retour, comme en témoigne la récente augmentation des violences faites aux femmes et qui trouve un écho dans l'omniprésence des discours masculinistes sur les réseaux sociaux. Ce lien n'est pas superficiel. Historiquement, la fiction télévisuelle, notamment le soap opéra, a longtemps été dénigrée comme un divertissement féminin, conçu pour des femmes au foyer. La critique contemporaine, en raillant les spectateurs qui éprouveraient des sentiments réels pour des êtres fictifs, réactive ce préjugé sexiste traditionnel de la femme émotive et crédule. La justification de l'existence de son ouvrage, avancée par Cochard, reprise sans réflexion par la presse quasi unanime, ne semble pas non plus en lien avec le backlash anti-féministe et anti-progressiste. Une critique des séries serait évidemment nécessaire pour contrebalancer le poids des discours qui font leur éloge. Cependant, il n'est pas sûr que la nécessité de cette critique soit aussi évidente que cela. Pour s'en convaincre, il suffit de raisonner par analogie. Prenons par exemple les discours sur l'égalité entre les hommes et les femmes, contre le racisme ou sur l'abolition de la peine de mort ou de l'esclavage. Dans un pays comme la France, le discours dominant est encore, pour le moment, un discours favorable à l'égalité homme-femme, à l'égalité des races et à l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage. Pourtant, on ne voit pas pour quelles raisons il serait nécessaire de se montrer critique à l'encontre de la perspective abolitionniste, par exemple, qu'il s'agisse d'abolir les privilèges masculins, ségrégationnistes, ou les institutions de la peine de mort ou de l'esclavage. On peut même considérer que loin d'être une nécessité, cela relèverait plutôt d'une faute morale. Et pourquoi l'idée qu'il serait nécessaire de critiquer la légitimité des séries peut-elle séduire à ce point ? La fausse évidence de l'intérêt d'une critique des séries pour contrebalancer les discours qui insistent sur leurs valeurs vient sûrement de la métaphore qui est impliquée. Comme l'indique une mauvaise interprétation de l'image de la balance de la justice, il semble que la vérité soit toujours située à égale distance de deux thèses opposées. On parle du sophisme du juste milieu pour désigner ce raisonnement erroné qui tient la vérité pour un compromis entre deux opinions opposées. Or, il est évident qu'il n'y a aucune nécessité logique à ce que la vérité se trouve à équidistance entre deux opinions opposées, ne serait-ce que parce que ces opinions peuvent être toutes deux hors sujet, ou encore parce que l'une des deux idées peut être complètement fausse ou immorale. Pourtant, ce sophisme du juste milieu est fréquemment mobilisé, notamment par l'extrême droite, pour remettre en cause des consensus moraux que l'on croyait définitivement acquis. En effet, en présentant une idée extrême et une idée opposée, on peut faire apparaître une idée intermédiaire comme étant la solution raisonnable ou de bon sens, même si cette idée était initialement considérée comme radicale. Par exemple, dans la série La Fièvre de Canal+, les scénaristes ont imaginé que l'extrême droite française cherche à lever le tabou de l'interdiction du port d'armes. Pour cela, elle commence par prôner l'idée extrême de la légalisation du port d'armes citoyen sans condition, avant d'insister sur la recrudescence des violences faites aux femmes, afin de suggérer l'idée intermédiaire de réserver ce droit aux femmes en cas de légitime défense. Le sophisme du juste milieu permet donc de déplacer artificiellement la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'ensemble des idées considérées comme acceptables par l'opinion publique à un moment donné. Si l'on tient la reconnaissance universitaire et journalistique des séries et des arts populaires pour non moins légitime que l'abolition du port d'armes, de la peine de mort, de l'esclavage, des privilèges blancs ou masculins par exemple, alors l'intérêt d'un discours critique qui leur refuse toute valeur cesse d'être évident. Mais peut-être dira-t-on que ce sont les conséquences qui posent problème, comme par exemple quand on affirme que le chômage serait la conséquence de l'arrivée des femmes sur le marché du travail, ou que le féminisme serait à l'origine des troubles mentaux féminins, ou que les séries seraient responsables de l'érosion inquiétante des capacités attentionnelles de leurs consommateurs. À cela, on peut d'abord répondre qu'il faudrait déjà pouvoir établir ces conséquences avec certitude, sans céder au sophisme de la pente glissante. On peut ensuite considérer que dans le cas où des processus légitimes comme le progrès vers davantage d'égalité et de justice dans la reconnaissance
qu'il s'agisse des femmes ou des minorités en général ou de la valeur des séries et des arts populaires. Dans le cas donc où ce progrès rencontrerait des obstacles susceptibles de provoquer des conséquences déplorables, la tâche de la critique serait moins de chercher à détruire leur légitimité qu'à déconstruire ces obstacles pour reconstruire une nouvelle forme de vie plus humaine et plus juste. La philosophie, l'art et les séries peuvent certainement contribuer à cette tâche qui consiste à changer nos manières de voir et de concevoir le monde pour réinventer les formes que prennent nos vies. Cette convergence entre antiféminisme, critique des séries et critique de la culture populaire est troublante. Quoi qu'il en soit, mon objectif ce soir est clair. Il s'agit de réhabiliter les séries face à cette coalition d'intellectuels et de journalistes qui viennent de la droite ou de l'extrême droite réactionnaire, comme de l'extrême gauche situationniste, mais aussi des mondes de l'art que le succès des séries est venu déranger. Il est difficile de s'opposer à une coalition de penseurs aussi puissante en défendant l'art populaire en général et les séries en particulier. C'est néanmoins mon objectif. En bref, les arts et les séries télévisées populaires l'ont rarement été auprès des journalistes, intellectuels et universitaires français. Le succès commercial et critique des séries au début du XXIe siècle semblait avoir modifié la donne, mais l'éloge journalistique de certains essais anti-séries témoigne qu'il n'en est rien. En tant qu'œuvre de fiction, on reproche notamment aux séries de ne rien pouvoir nous apprendre du réel et de jouer un rôle idéologique, c'est-à-dire de contribuer à une aliénation des spectateurs propice au maintien du statu quo politique et social. Or, ce qui frappe à la lecture de ces essais et des comptes rendus disponibles dans les médias, c'est l'ignorance des arguments philosophiques en défense de l'art populaire contre des reproches qui ne sont en rien des nouveautés. Depuis qu'Aristote a dû défendre l'art contre les critiques formulées par Platon, l'esthétique a toujours cherché à justifier sa valeur. Il n'est donc pas étonnant que la massification des arts populaires ait conduit certains philosophes de l'art, à la fin du XXe siècle, à mener ce travail de justification. Si ces philosophes sont plutôt minoritaires, ils n'en ont pas moins développé des analyses et des arguments puissants, en partie disponibles en français. Si des figures tutélaires comme Walter Benjamin ou Marshall McLuhan ont pu, chacun à leur manière, célébrer les promesses des arts de masse, c'est véritablement au tournant du XXIe siècle qu'une philosophie analytique de l'art de masse s'est constituée comme champ autonome. Je pense ici aux travaux fondateurs de Noël Carroll, Théodore Gratchik ou encore Roger Puivet. Parallèlement, dans une veine pragmatiste, des penseurs comme John Dewey, Richard Chosterman ou David Novitz ont vigoureusement contesté la pertinence même de la hiérarchie entre grand art et art populaire. Pour mon propos ce soir, je m'appuierai principalement sur deux piliers. D'une part, A Philosophy of Mass Art de Noël Carroll, d'autre part, Pragmatist Aesthetics de Richard Chosterman, traduit en français dès 1991 sous le titre L'art à l'état vif. Il faut également saluer l'apport pionnier dans l'espace francophone de Roger Puivet avec l'œuvre d'art à l'âge de sa mondialisation en 2003. Enfin, je ne saurais oublier le travail de Mélissa Thériault qui a consacré sa thèse à ces notions en 2007 avant de la publier sous le titre éloquent Le vrai et le reste, plaidoyer pour les arts populaires. Ces arguments sont totalement absents du débat contemporain sur la valeur des séries. Il semble donc légitime de les rappeler afin d'enrichir la discussion et de permettre aux citoyens de se faire une opinion mieux informée. Cette intervention vise à défendre le pouvoir instructif et artistique des séries contre ces critiques en présentant ces analyses philosophiques contemporaines. Mon intervention s'inscrit dans un courant récent de défense de la valeur éducative des séries télévisées, courant dont relèvent des ouvrages fondateurs en France comme Les Miroirs de la vie de Martin Winkler en 2005, Philosophie en série de Thibaut de Saint-Maurice en 2009, Six Feet Under de Tristan Garcia en 2012, mais surtout Nos vies en série de Sandra Logier en 2019. Je vais essayer de défendre cette thèse à partir d'une approche héritée de la philosophie américaine d'un Noël Carroll ou d'un Stanley Cavell dans un ouvrage de 2018 intitulé Cinétique, puis en 2022 dans un autre livre intitulé Serial Philosophie et sous-titré Le paradoxe des séries télévisées. Ce courant est directement attaqué dans les ouvrages que je viens de citer. Il mérite pourtant d'être défendu en mobilisant les ressources argumentatives de la philosophie de l'art. Pour défendre les séries, il ne suffit pas de lister leurs mérites. Il faut d'abord repérer les arguments les plus fréquemment mobilisés pour les critiquer. C'est ce que je vais aborder dans la partie la plus longue de mon exposé, qui sera la première. Les critiques peuvent être regroupées en deux groupes, deux ensembles.
celles qui sont dirigées contre l'art en général et celles qui sont dirigées spécialement contre les arts populaires. Dans le premier groupe, on trouvera des arguments très anciens, comme celui qui insiste sur l'autonomie de l'art, ou encore celui qui déplore la banalité des informations véhiculées par l'art, et enfin le problème des conséquences, ou au contraire de l'inconséquence de l'art, c'est-à-dire notamment de son manque d'efficacité. Le second ensemble de critiques est celui qui est constitué de critiques spécialement dirigées contre les arts populaires. Dans cet ensemble, on va trouver des arguments qui porteront, qui s'appuieront sur l'idée de massification, de passivité, d'industrialisation, mais encore d'aliénation, voire d'innovation, au contraire de manque d'innovation formelle. Je ne me pencherai de façon assez rapide, allusive, uniquement sur les 4 premiers arguments. Cependant, à force de présenter ces idées depuis quelques mois, voire quelques années, j'ai appris que critiquer des accusations particulières n'était pas suffisant et qu'il fallait aussi tâcher de déconstruire le cadre de pensée dominant qui, par principe, dénie toute valeur artistique aux séries ou aux œuvres de la culture populaire. Dans un deuxième temps, je décrirai donc ce cadre de pensée en décrivant l'impasse théorique dans laquelle nous enferme la sociologie critique de la légitimité, notamment celle de Pierre Bourdieu, qui rend la notion même d'art populaire impossible. Enfin, je proposerai une voie de sortie en m'appuyant sur l'esthétique pragmatiste de John Dewey à Richard Schusterman pour montrer que c'est en changeant notre définition de l'art que nous pourrons comprendre la valeur réelle des séries. Je commence donc la première partie dans laquelle je vais aborder les différentes critiques qui ont été formulées à l'encontre des séries télévisées. Pour commencer, il nous faut clarifier les termes. Dans l'expression art populaire, nous prendrons populaire au sens ordinaire d'une pratique artistique appréciée par un grand nombre de personnes. C'est le sens que l'on utilise quand on dit de quelqu'un qu'il est populaire parce qu'il est aimé de beaucoup. En ce sens, le terme se rapproche de l'adjectif commercial tel qu'il est employé par exemple par le rappeur Orelsan dans sa chanson Discipline. Nous avons noté que la popularité d'un art repose sur son accessibilité, il faut le noter. Ce terme est à entendre en un double sens. D'abord, une accessibilité technique. Les œuvres sont disponibles grâce aux technologies de diffusion de masse, les mass médias et Internet. Ensuite, une accessibilité intellectuelle. Ce sont des œuvres accessibles sans prérequis particuliers, par opposition à l'art savant qui exige des compétences spécifiques. Dès lors, quelle expression choisir pour qualifier les séries télévisées? Art populaire, art commercial ou art de masse? L'expression art commercial est tentante mais ambiguë. Elle peut désigner des publicités, par exemple. Certes, elle rappelle que l'art s'inscrit dans une économie de marché, mais elle est souvent utilisée pour disqualifier une œuvre en opposant un art pur, désintéressé, à un art impur qui chercherait à vendre. Cette opposition, héritée d'une lecture romantique de Kant, est historiquement fausse. Comme le rappelait le grand historien de l'art Erwin Panofsky en 1947, l'art commercial n'est pas l'exception, mais la règle, y compris pour les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Il écrivait avec humour: s'il est vrai que l'art commercial court toujours le risque de se retrouver sur le trottoir, il est également vrai que l'art non commercial court toujours le risque de finir vieille fille. De même, David Bordwell et Christine Thompson rappellent que Michel-Ange et Léonard de Vinci travaillaient à la commande et que l'argent, s'il peut corrompre, n'est pas une fatalité pour la créativité. L'expression art populaire pose aussi problème. Elle peut désigner le kitsch, une version dégradée de l'art savant pour les classes pauvres, ou le folklore, comme la poterie ndébélé d'Afrique du Sud. Quant à l'expression art de masse, mass art, proposée par Noël Carroll, elle est philosophiquement précise, mais peu usitée en français. Je ferai donc le choix de conserver le terme d'art populaire, mais défini précisément ainsi: un art qui n'exige aucune science particulière, destiné au plus large public. C'est un art vivant, au sens où il s'intègre à la vie ordinaire, privée et publique, des spectateurs.
il constitue une véritable culture commune au sens anthropologique que Margaret Mead donnait à ce terme. Passons donc maintenant à l'examen des critiques. Les critiques formulées reprennent souvent les reproches classiques adressés à ces arts populaires. On peut les regrouper sous les 5 chefs d'accusation. J'ai déjà listé massification, passivité, industrialisation et aliénation. Je laisse de côté le manque de forme, même si je vais l'aborder brièvement. Le premier argument, l'argument de la massification, soutient que pour plaire aux masses, l'art doit nécessairement devenir uniforme, vulgaire et médiocre. Le texte fondateur de cette critique est celui de Dwight MacDonald, A Theory of Popular Culture, en 1944. Il y décrit une scission de l'Occident en 2 cultures. La haute culture, celle des manuels scolaires notamment, et une culture de masse fabriquée industriellement. MacDonald utilise une comparaison frappante. Pour lui, la culture de masse est un article de consommation, comme le chewing-gum. Là où l'artisanat culinaire offre des saveurs singulières, le chewing-gum n'offre qu'un goût standardisé et sucré. De la même manière, l'art de masse, pour être vendu à grande échelle, devrait gommer toute singularité. De cette théorie découlent 3 critiques majeures. L'art populaire serait trop uniforme, serait trop vulgaire et nivellerait vers le bas l'ensemble de la culture. L'argument de l'uniformité consiste à dire que pour plaire à tous, l'œuvre doit suivre un modèle standard. On pense ici aux boys bands des années 90 ou à ceux qui sont plus récents, à la musique d'ascenseur ou aux critiques actuelles adressées aux productions Netflix qui seraient produites par des algorithmes, comme le dénonce Romain Blondeau. L'argument de la vulgarité soutient que pour atteindre le public le plus large, l'œuvre devrait satisfaire les instincts les plus bas, le sexe et la violence. MacDonald affirme que la moralité de la masse s'aligne sur ses membres, nécessairement les plus brutaux. Le nivellement vers le bas est un argument qui résulte de l'application à l'art d'une loi économique, dite loi de Gresham, selon laquelle la mauvaise monnaie chasse nécessairement la bonne. Donc, par analogie, MacDonald soutient que le mauvais art, plus facile d'accès, chasserait nécessairement le bon art d'un accès plus difficile. Ces thèses, bien que séduisantes, ne résistent pas à l'analyse. D'abord, MacDonald confond création et réception. Une expression singulière peut toucher un public immense. Le style unique de Fred Astaire, le cinéma d'Alfred Hitchcock, ou plus récemment les films et les séries de David Lynch, prouvent que singularité et popularité ne sont pas incompatibles. Surtout, l'idée qu'il faut être moyen ou consensuel pour être populaire est contredite par les faits. C'est ce que Richard Chesterman démontre avec le cas du rap et qui s'applique parfaitement en France au groupe Supreme NTM dans les années 90. Le succès de ce groupe repose en effet sur un paradoxe pour la théorie de la massification. Ils sont devenus immensément populaires précisément en allant à l'encontre du goût dominant de la France moyenne. Leur technique, le flow agressif, l'argot, le verlan, heurtaient les oreilles habituées à la variété. Leur thème, la violence sociale, le suicide, la vie des cités, brisait l'invisibilité des banlieues. Leur thèse, anti-système, anti-police, était radicale. Pourtant, c'est cette transgression qui a fondé leur succès de masse. Comme le note Schusterman, le public populaire n'est pas une masse amorphe, c'est un ensemble de publics actifs qui cherchent parfois la rupture. Contre l'accusation de vulgarité, il faut il faut noter que l'argument qu'on appelle parfois l'argument du plus petit dénominateur commun est tout aussi fragile. Comme le souligne Noël Carroll, l'industrie ne vise pas toujours le public total, elle pratique la segmentation du marché. On peut en effet générer des profits immenses en visant un public éduqué et exigeant. Les blockbusters complexes comme Inception ou Blade Runner, ou les séries de prestige comme The Wire ou Succession, ne visent pas le spectateur le moins attentif. Au contraire, elles flattent l'intelligence du spectateur et exigent une attention soutenue. L'art de masse ne s'adresse donc pas nécessairement à la masse, mais à différents publics. On peut aller plus loin avec Léon Tolstoï. Dans Qu'est-ce que l'art, son essai classique, il renverse en effet l'accusation de vulgarité. Pour lui, ce n'est pas le peuple
qui est vulgaire, mais l'élite. L'art des classes supérieures, coupé de la vie réelle et du travail, est devenu un art de l'amusement, de l'érotisme et du désespoir qu'il appelle art contrefait. À l'inverse, l'art véritable, le moins vulgaire, le plus moral, est celui qui transmet des sentiments universels de fraternité, accessibles à tous. Pour Tolstoï, la véritable distinction morale n'est donc pas du côté du raffinement élitiste, mais plutôt du côté de la communion populaire. Enfin, l'histoire prouve que le public de masse recherche souvent une clarification morale plutôt que de la vulgarité. Les films de Frank Capra, La vie est belle, ou des séries philosophiques comme The Good Place montrent un appétit immense pour les récits qui explorent le bien, le mal et l'éthique. Contre l'accusation de nivellement, enfin, il faut noter que l'argument de l'abrutissement, selon lequel l'art de masse nous rendrait passifs et moins intelligents, a été sévèrement remis en cause par un ouvrage dans lequel une théorie a été exposée qu'on appelle la théorie de la sleeper curve. La référence est à ce film de Woody Allen, intitulé Sleeper en anglais et traduit en français par Woody et les robots. Dans ce film, le héros découvre en effet dans le futur que la malbouffe et ce qu'on considère comme étant mauvais pour la santé, y compris le fait de fumer, seront dans l'avenir seront dans l'avenir donc considérés comme bénéfiques pour la santé. On peut regarder un extrait. Voilà, donc dans ce film, le héros découvre dans le futur que la malbouffe est en réalité bonne pour la santé. Et Johnson soutient que la culture populaire est elle aussi devenue un aliment cognitif complexe et bénéfique, contrairement à la mauvaise réputation qu'on lui fait. Loin de nous abrutir, les jeux vidéo et les séries nous forceraient à exercer des compétences mentales intenses. On peut illustrer donc à partir d'un jeu vidéo très célèbre comme The Legend of Zelda. On peut montrer que ce jeu vidéo exige du joueur une démarche quasi scientifique, une démarche que Johnson va appeler le probing, on peut traduire par sondage ou la méthode des essais et des erreurs. Le joueur explore les règles par essai et erreur, tirer une flèche, échouer, déduire, recommencer. Deuxième méthode, le télescoping, qu'on peut traduire par télescopage, même si il faut préciser que on entend par là le fait que le joueur doive gérer une hiérarchie d'objectifs imbriqués. Par exemple, pour vaincre le boss final, sur le long terme, il faut traverser le donjon, moyen terme, donc trouver la clé à court terme, donc résoudre l'énigme qui doit être immédiatement résolue. C'est une gestion de tâches complexes qui stimule la résolution de problèmes. Cette complexité se retrouve dans l'évolution des séries télévisées. Autrefois, dans Dragnet ou Starsky et Hutch, la narration était linéaire, une enquête, une résolution, point final. Avec Hill Street Blues, dans les années 80, on passe à l'intrigue multiple. Aujourd'hui, avec Les Sopranos, Game of Thrones ou Westworld, nous sommes face à une esthétique opératoire où le spectateur doit suivre une douzaine de fils narratifs, comprendre des chronologies non linéaires et mémoriser des centaines de relations. Comme l'explique Jason Mitchell dans un ouvrage classique sur les nouvelles séries télévisées, cela transforme le spectateur en fan enquêteur. Regarder une série moderne n'est donc pas une activité passive de réception, c'est un travail actif de reconstruction et d'analyse. La courbe de complexité ne cesse de monter dans l'art populaire, ce qui prouve que cet art populaire, loin de niveler par le bas, élève nos compétences cognitives.
Passons maintenant au deuxième argument, l'argument de la passivité. Si le texte fondateur du débat sur la culture de masse, The Theory of Popular Culture, avait vraisemblablement été écrit de façon indépendante de l'école de Francfort, l'ouvrage collectif de référence, Mass Culture, The Popular Arts in America, est quant à lui instruit par les critiques des penseurs d'origine germanique. Les deux textes les plus importants sont la version révisée de l'article de MacDonald que nous venons d'évoquer, et surtout un chapitre du critique d'art Clement Greenberg intitulé Avant-garde et kitsch. Ce texte contient l'argumentation la plus élaborée, une critique constamment réitérée. L'art de masse encouragerait la passivité du public en étant trop facile d'accès. Selon Greenberg, l'avènement de cet art, qu'il nomme le kitsch, est lié à l'exode rural et à l'alphabétisation des masses urbaines. Il écrit: Pour satisfaire la demande de ce nouveau marché, on eut recours à une nouvelle denrée, un succès d'années de culture, le kitsch, destiné à une population insensible aux valeurs culturelles authentiques, mais néanmoins avide de ce divertissement que seule la culture, sous une forme ou une autre, peut offrir. On l'aura compris, le kitsch répond à une demande de divertissement facile. L'argument en creux est que l'art authentique serait par essence difficile, requérant des compétences longues à acquérir, tandis que l'art de masse, accessible sans effort, ne mériterait pas le nom d'art. Cette idée que les séries encouragent la passivité est un présupposé commun aux détracteurs contemporains. On la trouve chez Biagini qui affirme que l'art des séries consiste à ne demander aucun effort, ou chez Romain Blondeau dans son chapitre Le spectateur passif. François Bégodeau, dans Boniment, va jusqu'à identifier le visionnage des séries à une routine d'endormissement, ce qui est d'ailleurs contradictoire avec sa propre description de l'addiction au cliffhanger, position inconfortable s'il en est pour trouver le sommeil. Enfin, Bertrand Cochard assène que l'épuisement moderne ne nous laisse ouverts qu'à des activités passives comme le visionnage de séries. Parce que cette idée passe pour une évidence, il est nécessaire de développer les raisons de lui résister. Premièrement, l'argument repose sur une confusion. Une œuvre peut être facile d'accès, au sens où elle ne requiert pas de diplôme en histoire de l'art, tout en exigeant une activité intellectuelle intense. Noël Carroll cite l'exemple du film Do the Right Thing de Spike Lee. C'est indéniablement de l'art de masse. Personnages mémorables, musique hip-hop, unité de lieu, narration engageante. Il est facile d'entrer dans le film. Pourtant, ce film exige un travail intellectuel complexe. Il expose en effet l'impasse du racisme sans donner de solution prédigérée. À la fin, après l'émeute déclenchée par Mookie, Spike Lee ne nous dit pas quoi penser. Il affiche deux citations contradictoires. Celle de Martin Luther King sur l'immoralité de la violence, celle de Malcolm X sur la légitimité de l'autodéfense. Le spectateur est sommé de quitter la salle avec cette tension irrésolue. Il doit activement peser les deux philosophies et juger les actes de Mookie. Spike Lee ne livre pas une réponse, il nous contraint à penser. De même, certains épisodes de la série Sherlock de la BBC, bien que fidèles au canon populaire de Conan Doyle, réclament une concentration extrême pour compléter les raisonnements elliptiques du personnage. Mais que signifie être actif? Noël Carroll rappelle que suivre une fiction, c'est effectuer des opérations mentales complexes. Déduire, interpréter, combler des présuppositions, situer les événements dans un horizon d'attente, produire des jugements moraux, etc. Analysons plus précisément une forme d'activité intense propre aux arts populaires, je veux dire le suspense. Le suspense n'est pas une réception passive, c'est un état de tension mentale et d'anticipation. On peut distinguer deux théories qui illustrent cette activité. Pour Hitchcock, le suspense naît du décalage d'information. C'est l'exemple de la bombe sous la table. Si la bombe explose sans prévenir, c'est la surprise. 15 secondes d'émotion. Si le public sait qu'il y a une bombe réglée pour 13 heures, qu'il voit une horloge affichée 12h45 et que les personnages continuent une conversation banale, c'est du suspense. 15 minutes d'émotion. Le public a envie de crier aux personnages. L'exemple moderne parfait est la scène d'ouverture d'Inglorious Basterds de Tarantino. Le colonel Hans Landa discute poliment avec un fermier français. C'est une conversation anodine, mais nous, le public, savons que la famille juive Dreyfus est cachée sous le plancher.
Chaque gorgée de lait, chaque silence devient insoutenable parce que nous détenons une information que Linda cherche ou feint de chercher. Nous ne sommes pas passifs, nous sommes terrifiés. Noël Carroll complète cette analyse. Pour lui, le suspense est aussi une structure morale. Il naît quand une issue est moralement désirable mais improbable. Une issue est moralement détestable mais probable. L'illustration parfaite est le film Kuro. Une mère et son enfant sont coincés dans une Ford Pinto en panne, attaqués par un chien enragé. Le désir moral qu'a le spectateur, c'est qu'il survive, mais la probabilité est que la voiture refusera de démarrer et que le chien finira par pénétrer dans l'habitacle. Le spectateur est actif car il évalue constamment ses probabilités fluctuantes avec angoisse. De même, dans la scène finale du Silence des agneaux, Clarence Starling est plongé dans le noir complet dans la cave du tueur Buffalo Bill. Lui porte des lunettes de vision nocturne. Le mage a un avantage sensoriel total, une victoire probable. Le bien est aveugle, victoire improbable. L'activité du spectateur consiste ici à espérer, contre toute probabilité rationnelle, le triomphe du bien. L'activité du spectateur n'est pas seulement narrative, elle est aussi herméneutique, interprétative. Contrairement aux préjugés qui voudraient que la musique populaire soit littérale et simple, elle repose massivement sur la métaphore, exigeant de l'auditeur qu'il comble les blancs. Prenons Jackson Browne avec sa chanson For a Dancer. Le texte parle littéralement de pas de danse, mais l'auditeur comprend vite qu'il s'agit d'une métaphore de la vie et du deuil. In the end, there is one dance you'll do alone. La danse finale, c'est la mort. L'auditeur doit faire le lien entre l'image, le danseur, et le concept, la condition humaine. De même, Hotel California des Eagles est une allégorie pure. Personne ne pense qu'il s'agit d'un avis TripAdvisor sur un hôtel réel. C'est un hôtel d'où you can check out anytime you like, but you can never leave. Est-ce l'industrie musicale, l'addiction à la drogue, le rêve américain dévoyé? Le plaisir de la chanson réside entièrement dans cette enquête interprétative active. Enfin, regardons le clip Formation de Beyoncé. Loin d'être un simple support promotionnel, c'est une œuvre d'une densité métaphorique importante. L'image de Beyoncé sur une voiture de police de la Nouvelle-Orléans, s'enfonçant dans l'eau, n'est pas gratuite. Elle subvertit le traumatisme de l'ouragan Katrina. Elle ne se noie pas, elle trône sur la faillite de l'État. La scène du petit garçon noir qui danse face aux policiers anti-émeute est une métaphore du désarmement de la violence par l'innocence et la culture. Les policiers lèvent les mains, inversant le hands up, don't shoot. Comprendre ce clip exige une activité de décodage politique et culturel intense. On me dira, mais tous les spectateurs ne comprennent pas ces métaphores. Certes, mais c'est aussi vrai pour l'art d'avant-garde. Face à Un chien andalou de Buñuel et Dali, où l'on voit par exemple cet homme tirer des ânes morts sur des pianos, le spectateur échoue souvent à trouver l'interprétation correcte. Cela ne prouve pas sa passivité, mais plutôt la difficulté de l'œuvre. D'un point de vue logique, comme le rappelle le principe de la théière de Russell, la charge de la preuve revient à celui qui affirme. C'est à l'accusateur de prouver que l'art de masse rend passif, et non à nous de prouver qu'il existe toujours une interprétation active, de même que c'est à celui qui soutient qu'il y a une théière en porcelaine en orbite entre la Terre et Mars de prouver ce qu'il avance, et non à ceux qui contestent l'existence de cette théière. Il y a souvent, derrière l'accusation de passivité, un mépris de classe. À l'instar de Lord Keynes au XVIIIe siècle, qui pouvait affirmer sans difficulté, en tant qu'aristocrate, ceux dont le pain dépend du labeur corporel sont totalement privés de goût. L'exclusion de classes si nombreuses réduit en d'étroites limites le nombre de ceux qui sont qualifiés pour être juges des beaux-arts. Ce que signifie ce genre de prise de position, c'est que le spectateur moyen serait trop bête ou trop stupide ou trop socialement conditionné pour comprendre des choses complexes. Pourtant, la sociologie, et notamment l'ethnométhodologie de Garfinkel, nous apprend que la vie quotidienne elle-même
exige une intelligence constante. Prenons un échange trivial. Salut, ça va? Bien et toi? Pour que cet échange fonctionne, les acteurs doivent maîtriser des attentes d'arrière-plan. Si je réponds littéralement en détaillant mes maladies et mes dettes, je brise la méthode sociale. Nous passons notre vie à mener des enquêtes pour donner du sens aux actions des autres. Comme quand on croise quelqu'un qui nous salue et que l'on doit deviner qui c'est. Les spectateurs ordinaires sont des experts en complexité sociale. La série Columbo joue admirablement là-dessus. Dans l'épisode Playback, Columbo visite une galerie d'art. Il passe pour un inculte passif, confondant une grille d'aération avec une sculpture moderne. Mais c'est une feinte. Sous le masque de la passivité et de la naïveté, il mène une enquête cognitive impitoyable pour démonter l'alibi du meurtrier bourgeois qu'il méprise. Le spectateur de Columbo jouit précisément de cette compétence. Il voit l'intelligence sous le masque de la bêtise. Le détracteur dira que regarder Westworld empêche de lire Faulkner. C'est faux. Lire Le bruit et la fureur demande de comprendre une narration éclatée, des points de vue multiples et une chronologie désordonnée. Or, c'est exactement ce que demande une série comme Westworld. Gestion de multiples timelines, mémoire artificielle, narrateur douteux. Le spectateur qui a cartographié mentalement les saisons de Westworld a entraîné les muscles cognitifs nécessaires pour lire Faulkner. L'art de masse n'est pas l'ennemi de la culture lettrée. Il en est souvent la propédeutique. Pour finir, un mot sur l'accusation corollaire. La passivité mènerait à l'isolement social. C'est empiriquement faux. Comme l'ont montré les travaux de Dominique Pasquier, L'écriture des sentiments, ou plus récemment de Catherine Labrec, les séries sont de puissants catalyseurs de sociabilité. On en parle, on débat des théories en ligne, on se définit par elles. Loin d'atomiser le public, elles recréent du lien dans une société fragmentée. Venons-en maintenant à l'argument le plus souvent brandi contre l'art de masse, et en particulier contre les séries produites par les plateformes. L'argument de l'industrialisation. L'idée est simple. Un mode de production industrielle ne peut engendrer que des produits standardisés, sans âme et sans qualité. C'est l'opposition classique entre le noble art artisanal et l'ignoble industrie culturelle. Cette critique est profondément ancrée dans l'imaginaire français. Peut-être grâce à la comédie populaire L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, on se souvient de la scène où Louis de Funès découvre l'usine de Tricatel. Des légumes en caoutchouc, de la viande en pétrole, le tout produit à la chaîne. Exactement cette image que l'on retrouve transposée dans les essais anti-séries contemporains. Romain Blondeau, dans Netflix Aliénation en série, accuse la plateforme de mouler toutes ses créations dans le même filtre, réduisant l'acte d'écrire à une gestion d'algorithmes. L'industrialisation conduirait fatalement à l'uniformité, à suivre ce raisonnement. Pourtant, cette critique, aussi séduisante soit-elle, est contredite par les faits. Euh, si Netflix était une usine à uniformiser, comment expliquer la diversité de ses productions? La plateforme a financé des œuvres d'une singularité totale, comme Roma d'Alfonso Cuarón, un film en noir et blanc et lent et intime, ou Mindhunter de David Fincher, à la mise en scène clinique et froide. Ces œuvres sont l'antithèse du produit formaté, et pourtant elles sont les fers de lance de l'industrie du streaming. Comparer l'esthétique sombre et oppressante de la série allemande Dark au décor pastel et géométrique de la série coréenne Squid Game. L'industrie globale ne produit pas une esthétique unique, elle produit des identités visuelles fortes et distinctes.
Une anthologie comme Love, Death and Robots change de style d'animation à chaque épisode, 2D, 3D photoréaliste, cartoon, etc. Ce qui rend impossible l'identification d'une mise en scène Netflix standardisée. L'industrialisation est en fait un mode de production et de diffusion, mais elle ne dicte pas fatalement une esthétique unique. Comme le système hollywoodien de l'âge d'or, qui était une industrie lourde, produisant pourtant des chefs-d'œuvre, l'industrie du streaming est capable de produire à la fois du divertissement formaté et de l'art singulier. Mais allons plus loin. L'argument de l'industrialisation, théorisé par Adorno et l'école de Francfort sous le nom d'industrie culturelle, repose sur une distinction de principes. L'art authentique serait libre, tandis que l'industrie utiliserait des formules et des recettes. Comme le disait le philosophe Alain, toutes les fois que l'idée précède et règle l'exécution, c'est industrie. On trouve cette critique chez Robin Collingwood qui qualifie l'art de masse d'art d'amusement, un simple artisanat visant à provoquer des émotions préfabriquées, la peur, le rire, par des recettes éprouvées. Cependant, cet argument présuppose que le grand art n'utilise pas de formule. Or, c'est historiquement faux. Regardez Portrait d'Ambroise Vollard de Picasso et L'homme à la guitare de Braque. Ces œuvres sont presque interchangeables. Pourquoi? Parce qu'elles appliquent rigoureusement une formule partagée, palette restreinte au gris et au brun, facettage du sujet, abolition de la perspective. Quand Monet et Renoir peignent côte à côte La Grenouillère en 1869, ils appliquent la même recette révolutionnaire, la touche séparée pour capturer la lumière. Comme le note Richard Chesterman, la longueur du sonnet est tout aussi rigidement standard que celle de la sitcom télévisée. Pourtant, à une passante, Baudelaire utilise cette formule rigide, l'alexandrin, les rimes, pour capturer la modernité la plus fugace. L'utilisation de schémas, comme les appelle Ernst Gombrich, ou de formules n'est pas le propre de l'industrie. C'est une constante de l'histoire de l'art. La contrainte formelle n'empêche pas la créativité, elle en est au contraire souvent la condition. Dans les séries, l'utilisation de formules est évidente, mais elle n'est pas synonyme de médiocrité. Prenez une série policière classique comme The Killing. Elle applique une formule stricte. Suspicion mène à l'enquête, qui mène à une fausse piste, à la disculpation du suspect, avant qu'un nouveau suspect ne soit identifié. C'est effectivement de l'art d'amusement à suivre au sens de Collingwood. On manipule le spectateur. Mais c'est cette structure formelle qui permet de déployer une narration complexe sur 20 heures, d'explorer des milieux sociaux variés et de construire une tragédie moderne. Une autre variante de la critique soutient que l'industrialisation, par son caractère impersonnel et collectif, nuit nécessairement à la qualité. On oppose l'artisanat pur, le film d'auteur fait main, à l'industrie sale, comme quand on oppose une nourriture saine, produite et préparée localement, à un aliment industriel transformé. L'exemple le plus éclatant de cette fausse équivalence est le film culte film culte intitulé The Room de Tommy Wiseau. C'est un film artisanal, au sens strict, financé personnellement, écrit, réalisé et joué par un seul homme, en dehors de tout système industriel. Résultat, c'est une catastrophe artistique absolue, techniquement inepte et narrativement incohérente. L'absence de moyens industriels, scénaristes professionnels, producteurs, contrôle qualité, n'a pas libéré l'œuvre. Elle a permis son naufrage. L'artisanat n'est donc pas une garantie de qualité. À l'inverse, une entreprise industrielle peut faire de la qualité son atout majeur. Regardez Apple. L'iPhone est un produit industriel de masse fabriqué à des centaines de millions d'exemplaires. Pourtant, il a conquis le monde par une obsession de la qualité artisanale. La fluidité de l'interface, la noblesse des matériaux, verre, aluminium. L'industrie n'est pas condamnée à produire de la malbouffe. Elle peut utiliser sa puissance de frappe pour garantir un standard de qualité élevé à grande échelle. De plus, l'industrie moderne permet la personnalisation de masse. L'industrie automobile ne produit plus des Ford T toutes noires, elle produit des voitures sur mesure, sur des chaînes d'assemblage. Même la fast fashion, comme H&M, utilise son appareil industriel pour produire de la rareté et du désir lors de ses collaborations avec des grands couturiers comme Balmain. L'industrie est un outil flexible, capable de produire de l'uniforme comme du singulier.
Enfin, il faut répondre à la critique de la dépersonnalisation. L'industrie culturelle serait une machine sans visage. Or, comme le démontre Agnès Guéraud dans Dialectique de la pop, l'industrie du tube musical repose paradoxalement sur des figures d'artisans ultra identifiées. Les producteurs comme Max Martin ou Dr. Luke, responsables des tubes de Britney Spears ou Katy Perry, entre autres, ne sont pas des bureaucrates anonymes, ce sont des artisans géniaux dont la patte sonore est immédiatement reconnaissable. L'industrie ne gomme pas l'auteur, elle déplace la fonction auteur de l'interprète vers le producteur. Surtout, l'argument de la standardisation passive ignore la capacité de détournement des artistes. L'exemple le plus fascinant est celui de la TB303 de Roland. C'était un produit industriel standardisé conçu pour imiter la basse. Ce fut un échec commercial total. Mais des musiciens de Chicago, comme le groupe Future avec Acid Tracks, ont récupéré cette machine ratée pour en faire un mésusage. En triturant les boutons d'une manière non prévue par l'industrie, ils ont inventé l'acid house. La standardisation industrielle n'a pas tué la créativité, elle a fourni le matériau brut que les artistes ont détourné pour créer une forme d'art inédite. Comme le dit Guéraud, la réification est la condition paradoxale de l'appropriation expressive. En définitive, l'argument de l'industrialisation s'effondre. Il repose sur une vision romantique et fausse de l'art, qui utiliserait des formules autant que l'industrie, sur une analogie trompeuse avec la malbouffe, et sur un déni de la réalité des productions industrielles de qualité, de Hollywood à Netflix en passant par Apple. Loin d'être l'ennemi de l'art, l'industrialisation est le mode de production qui, par ses contraintes mêmes, a permis l'émergence des formes narratives les plus puissantes de notre temps. Mais avoir réfuté l'argument de la production suffit-il? Le critique ne pourrait-il pas concéder euh, que ces produits sont techniquement bien faits tout en soutenant qu'ils sont idéologiquement néfastes? Euh, je, je vous propose, parce que je vois que le temps a déjà beaucoup passé, Euh, de passer cette non, partie pour... c'est bon, 1 heure à peine, même pas D'accord. 1 heure. Je vais passer néanmoins sur la dernière, sur la partie que je considère la plus importante pour mon propos. Je vais en effet me tourner vers euh, Bourdieu, ouais. une, un mode de pensée qui est très prégnant, en tout cas en France, et qui fait que lorsqu'on essaie d'argumenter rationnellement pour défendre les arts populaires et notamment les séries télévisées, on se heurte parfois en fait à une incompréhension parce que ce à quoi on est confronté, c'est une forme de dégoût social. Euh, il y a une forme de mépris et on peut trouver donc ce mépris euh, en partie expliqué par la prégnance, l'importance encore de la démarche de Pierre Bourdieu, notamment dans la distinction. Donc j'y viens maintenant. Je pense que l'obstacle le plus redoutable pour défendre l'art populaire, en France en tout cas, se trouve chez Pierre Bourdieu. Sa conclusion dans la distinction est en effet sans appel. Il n'existe pas d'art populaire. Alors pourquoi? Parce que selon Bourdieu, l'esthétique populaire est une esthétique dominée qui est sans cesse obligée de se définir par rapport aux esthétiques dominantes. Le populaire n'a donc pas d'autonomie, il n'existe que négativement. Ce qui est l'art légitime se définit par ce que Bourdieu, s'inspirant de la tradition kantienne, nomme le regard pur. C'est une disposition esthétique qui valorise la forme au détriment de la fonction. Elle exige une mise à distance de l'objet, un désintéressement pour son contenu ou l'émotion facile qu'il pourrait susciter. Ce regard pur n'est pas un don du ciel, il est, comme le montre Bourdieu lui-même, le produit d'un habitus de classe. Il présuppose, je cite, une rupture avec l'attitude ordinaire à l'égard du monde, une mise à distance que seule permet l'aisance économique, l'absence d'urgence pratique. C'est un luxe. Cette disposition n'est pas neutre, c'est une esthétique de la distinction. Sa valeur sociale ne vient pas seulement de ce qu'elle est, formelle, distante, mais de ce qu'elle n'est pas. Comme l'analyse Bourdieu, sa fonction est de marquer une distance par rapport à l'esthétique populaire. À l'exact opposé se trouve l'esthétique populaire, justement. Elle est une esthétique de la nécessité. N'ayant pas le loisir de mettre le monde à distance, le goût populaire refuse cette rupture.
il valorise la fonction sur la forme. Il attend de l'art une continuité avec la vie, une histoire claire, des personnages auxquels on peut s'identifier, une émotion directe, une morale limpide. C'est en dévalorisant activement ces traits, en les qualifiant de faciles ou de vulgaires, que l'esthétique dominante se constitue et se légitime elle-même comme pure et difficile. Le mépris n'est pas un simple effet secondaire, il est l'acte même de la distinction. Ce cadre théorique est un piège dévastateur pour les séries télévisées. Par leur nature même, les séries sont l'incarnation de cette esthétique populaire. Elles misent sur l'intrigue, sur le cliffhanger, sur le développement narratif au long cours et surtout sur l'attachement émotionnel aux personnages. Dès lors, toute tentative de légitimation des séries nous enferme dans un dilemme. Je propose d'appeler le dilemme de l'art populaire. Soit nous admettons que les séries sont populaires, c'est-à-dire fonctionnelles, émotionnelles, narratives. Et ce faisant, nous admettons qu'elles ne sont pas de l'art, au sens pur du terme. Elles restent du simple divertissement. Soit nous tentons de prouver que les séries sont de l'art. Mais pour cela, nous devons les passer au filtre du regard pur. Nous allons alors louer The Wire pour sa complexité structurelle quasi balsacienne, ou Severance pour son esthétique opératoire, son ambition formelle. Mais en faisant cela, nous abandonnons leur popularité, leur capacité à toucher un large public comme source de valeur. L'analyse sociologique contemporaine, comme celle d'Isabelle Charpentier sur les publics de séries, montre que même au sein du public des séries, la distinction opère. Le goût pour les séries politiques nobles, comme Baron Noir, s'avère être un puissant marqueur de distinction des classes dominantes, qui se définit par le rejet des genres jugés populaires, comme les séries médicales, Grey's Anatomy, ou les feuilletons français, Plus belle la vie. L'impasse est totale. Le cadre de la pensée dominant, le cadre de pensée dominant, en opposant radicalement la forme et la fonction, l'art et la vie, le pur et le populaire, rend la défense d'un art populaire logiquement impossible. Comment sortir de cette impasse? Non pas en essayant de prouver que Plus belle la vie répond aux critères kantiens du regard pur, mais en refusant le cadre lui-même. Je propose de changer de paradigme philosophique et de nous tourner vers l'esthétique pragmatiste telle que développée par John Dewey et réactualisée par Richard Chesterman. Pour Dewey, l'erreur fondamentale de la philosophie occidentale est précisément ce que je viens de décrire, ce qu'il nomme la conception muséale de l'art, c'est-à-dire une conception qui sépare l'art de la vie quotidienne en l'enfermant dans des institutions sanctuarisées comme le musée. C'est cette idée qui a isolé l'art, l'a mis sur un piédestal et l'a coupé de la vie ordinaire. À cette rupture, Dewey oppose un principe de continuité. L'art n'est pas un objet, un tableau, un film, c'est une expérience. Et il n'y a pas de rupture de nature, seulement une différence de degré entre nos expériences quotidiennes les plus réussies, ce que Dewey appelle une expérience, et l'expérience esthétique. Une expérience, c'est un moment de vie qui a une unité, un début, un développement et un accomplissement. Une conversation particulièrement réussie, un repas parfaitement cuisiné et partagé, ou la résolution d'un problème complexe. L'art, pour Dewey, c'est la vie, mais organisée intentionnellement pour être plus intense, plus cohérente, plus significative. Si nous adoptons ce cadre pragmatiste, ce que Bourdieu décrivait comme les faiblesses des séries deviennent leur plus grande force. Premièrement, ce cadre permet de réfuter l'accusation de passivité. L'esthétique de la distinction oppose l'effort noble de la contemplation formelle à la réception facile du divertissement. Mais c'est ignorer l'engagement cognitif que même les séries les plus massivement populaires exigent. L'accusation de passivité s'effondre face à une série au succès mondial comme Dr House. À première vue, c'est un format facile, de cas de la semaine. Mais en réalité, il entraîne le spectateur à une forme d'enquête, un diagnostic. Le spectateur n'est pas passif, il tente de résoudre l'énigme avant le héros. Cet engagement n'est pas vain. Martin Wacler rapporte le cas réel d'un patient sauvé par un médecin qui a reconnu ses symptômes grâce à un épisode de Dr House. Bien loin de la passivité, c'est une preuve de l'efficacité cognitive de cet art populaire. C'est ce que des théoriciens comme Mittel, on l'a vu, ont nommé la complex TV. Les séries contemporaines n'encouragent pas la passivité. Elles excluent nécessairement. Elles exigent du spectateur un engagement cognitif intense, suivre des arcs narratifs multiples, mémoriser des dizaines de personnages, noter des indices. C'est la raison pour laquelle Mittel parle d'une esthétique opératoire qui invite le spectateur à examiner le système narratif lui-même.
Deuxièmement, la fonction et l'émotion sont réhabilitées. Dans le modèle kantien, elles sont des impuretés. Dans le modèle de Dewey, elles sont le moteur même de l'expérience esthétique. L'émotion n'est pas une distraction de l'art, c'est la preuve que l'art fonctionne en se connectant à nos vies. C'est ce qui se joue dans une série comme Des Vivants. Elle n'a pas pour but un plaisir désintéressé. Elle remplit une fonction vitale, nous offrir à nous, Français, un moyen de nous remémorer collectivement la période traumatique des attentats de 2015. En déployant ce que l'on pourrait appeler une poétique de la reconnaissance, elle nous permet de travailler notre propre expérience. C'est l'art comme expérience à son plus haut niveau. Troisièmement, en se connectant à la vie, les séries ont un pouvoir subversif et cognitif que l'esthétique pure ignore. Elles peuvent avoir une portée philosophique en portant notre attention sur les normes sociales implicites qui structurent notre vie, comme l'a brillamment montré Camille Richoud dans son ouvrage sur la série Curb Your Enthusiasm. Larry et son nombril, le personnage de Larry David, par son anticonformisme radical, ne cesse de questionner nos conventions les plus banales, nous forçant à réfléchir à ce qui fonde nos règles de vie communes. C'est tout le contraire de l'accusation de simple promotion du développement personnel. Les séries sont aussi un outil puissant contre ce que la philosophe Miranda Fricker nomme l'injustice herméneutique. C'est le fait d'être privé des outils conceptuels pour nommer et donc pour comprendre et combattre sa propre expérience. L'exemple classique est le harcèlement sexuel. Avant que le concept ne soit partagé, les victimes n'avaient pas les mots pour décrire le tort qu'elles subissaient. Aujourd'hui, des séries comme Made ou Kerrer ne font pas que raconter une histoire. Elles donnent des concepts. Elles proposent une analyse audiovisuelle de ce qu'est la violence domestique, non physique, le contrôle coercitif, le viol conjugal ou le gaslighting. Elles offrent au public des ressources narratives pour identifier ces dynamiques, transformant une souffrance confuse en un phénomène social reconnaissable. Enfin, ce cadre redonne toute sa valeur à la connaissance que l'art nous donne contre la critique de la banalité. L'accusation de truisme s'effondre face à une série au succès planétaire comme Game of Thrones. La série ne nous donne pas une morale simple, elle nous force à en construire une. Elle est un laboratoire pour l'exercice de notre jugement moral. En nous faisant constamment réévaluer des personnages comme Jaime Lannister ou Daenerys, elle nous plonge dans l'ambiguïté et nous entraîne à juger des cas complexes, loin de toute banalité. De plus, ces séries offrent une connaissance que la critique ignore, la connaissance par accointance. Une série comme The Handmaid's Tale ne se contente pas de nous donner un savoir propositionnel, savoir qu'un régime totalitaire misogyne est cruel. Elle nous fait ressentir de l'intérieur l'effet que cela fait de vivre comme une esclave, en nous forçant à partager le point de vue et les peurs de June. Comme le disait Hegel, l'art nous transporte dans des situations que notre expérience personnelle ne nous fera peut-être jamais connaître. C'est cette connaissance-là, incarnée, que l'art populaire nous offre. Concluons, dans la perspective de Dewey, les séries télévisées n'ont pas besoin d'être légitimées par un regard pur qui les mutile. Elles sont l'exemple paradigmatique de l'art comme expérience. Elles ne sont pas sur un piédestal, elles sont dans nos vies. Le backlash anti-série, avec ses accusations de vide, de passivité ou de standardisation industrielle, échoue car il reste prisonnier de cette vieille esthétique de la distinction. Comme l'écrivait Shusterman en défendant le rap dans les années 90, une autre forme d'art populaire méprisée, l'art populaire peut non seulement satisfaire aux normes les plus importantes de notre tradition esthétique, mais aussi enrichir et remodeler notre concept traditionnel de l'esthétique. Défendre l'art populaire aujourd'hui, ce n'est donc pas tenter de prouver que Les Sopranos vaut les frères Karamazov. C'est affirmer avec Dewey et Shusterman que les définitions de l'art qui créent cette hiérarchie sont elles-mêmes réductrices, au sens où ces définitions, par dogmatisme, réduisent l'art à une version appauvrie de lui-même. Ce dont nous avons besoin en tant que philosophes et en tant que citoyens, ce n'est pas d'une critique qui oppose l'art à la vie, mais d'une esthétique plus démocratique, plus vivante et enfin reconnectée à l'ordinaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hugo. Quant à c'est nous qui te remercions pour cette conférence et qui est très intéressante parce qu'il y a une revue de littérature exceptionnelle, remarquable. J'ai noté et je vais regarder encore. Il y a des titres, des ouvrages, des livres que j'ai pas lus et que vraiment à lire. Il y a aussi des séries à voir. Je dois, je dois me mettre à jour par rapport aux séries.
Mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est une belle défense des séries télévisées. C'est une défense à la fois philosophique, très, très bien argumentée. Mais à quel point on peut vraiment parler, c'est-à-dire de séries télévisées au général? Parce que comme il y a une bonne littérature, il y a une bonne mauvaise littérature, il y a une bonne série, une mauvaise série télévisée. Donc c'est très difficile d'être à ta place ce soir, c'est-à-dire d'être l'avocat de toutes les séries télévisées, parce que vraiment il y a des séries où elles sont insupportables. Elle n'est pas à défendre, mais c'est vraiment, surtout si on fait un peu, on glisse d'une culture, d'une société à une autre, c'est-à-dire c'est pas pareil, la place des séries télévisées dans des sociétés, on peut pas dire euh, démocratique ou semi-démocratique ou presque démocratique. C'est pas comme dans vraiment des sociétés où vraiment règnent les libertés individuelles. Et bien sûr, les séries sont un espace de créativité et de perspective tout à fait qu'il faut pas vraiment rattacher à des institutions, enfin, ou à un régime de pouvoir. Là, mais parfois dans des sociétés, ou dans des pays où vraiment les séries télé restent liées à la télé justement, et la télé, on sait très bien que c'est un instrument de manipulation et de dopage. Et je me rappelle toujours enfin quand j'étais en France il y a pendant longtemps, c'est-à-dire cette distance qu'on trouve chez les intellos en général par rapport à la télé. C'est-à-dire moi je regarde pas la télé. C'est toujours c'est un mot, c'est une phrase qui se répète. J'ai pas de télé chez moi, je regarde pas la télé. Bien sûr, si on n'a pas la télé chez soi, on peut pas regarder les télévisés. On peut passer à côté de toutes ces vertus et ces apports exceptionnels que peuvent apporter les séries de télé. Mais j'ai quelques questions, mais est-ce que vraiment à un moment dans votre conférence, vous avez trouvé une difficulté à séparer les séries du cinéma, des vidéoclips et d'autres choses? C'est-à-dire, à quel point on peut vraiment parler de spécificité, c'est-à-dire propre aux séries télévisées, qui nous permettent peut-être de les défendre. Peut-être on peut être d'accord sur l'importance du cinéma. Moi, je suis un fan du ciné, mais il y a des films, c'est-à-dire qui m'ont marqué, que j'ai envie toujours de revoir pour me ressourcer, trouver vraiment des choses, etc. Une certaine dimension à la fois humaine, etc. Mais qui, parfois, quand je les visionne, je suis un peu à côté de ma société, à côté de mon propre milieu social et de ce qui se passe, de ce qui est produit dans ce domaine cinématographique, etc. Je me rappelle toujours d'un film d'Alain Parker, Bordy, par exemple, ou bien quand je reviens au réalisme italien des années 60, etc. On retrouve une atmosphère vraiment formidable. Je me retrouve dans certains films. Par exemple, quand je regarde le film Le Christ s'est arrêté, je sais pas, Éboli, vraiment, c'est incroyable ces films, la musique, tout ça. Mais je suis le seul à le regarder. Dans mon milieu, quand j'en parle, il n'y a personne qui va m'écouter. Il dit, mais c'est pas ça qui marche, et c'est pas ça qui nous plaît vraiment, qui est aussi à la mode. Je sais pas, est-ce qu'on arrive d'abord à faire le tri dans les séries? Est-ce qu'on arrive vraiment à séparer les séries d'autres formes d'expression par des images comme le cinéma ou le théâtre, enfin, et ça? Et puis surtout, est-ce qu'on arrive vraiment à séparer ce qui se fait dans le domaine des séries de ce qu'on appelle l'atmosphère culturelle, l'ambiance culturelle, qui change et parfois qui change pas de façon positive, hein, qui peut changer de façon un peu négative. Euh, je sais pas quelle est ta réaction par rapport à Désolé, ça. ça fait ça fait beaucoup de questions. Merci en tout cas C'est ces de tes petites réactions. remarques Euh, personnelles. alors sur la première question, euh, donc qui porte un peu sur le
le corpus de séries que j'ai pu choisir et la question de savoir ce qu'on peut dire des mauvaises séries. Il ne s'agit pas de contester la possibilité qu'il y ait de mauvaises séries euh, pour une, euh, pour une raison simple, c'est qu'il y a aussi de mauvaises œuvres d'art au sens plus classique du terme et beaucoup moins contestées. Donc je répondrai oui, il y a beaucoup de mauvaises séries, comme il y a beaucoup de mauvaises œuvres d'art, mais ça ne doit pas nous conduire à contester euh, toute valeur artistique au médium ou au genre des séries télévisées. C'est c'est- c'est mon objectif dans cette intervention. Je ne cherche Oui, pas mais finalement tout à fait à, louable, à faire oui. autre chose, hein. Tu- Euh, que la télévision et les séries puissent être des outils de manipulation, notamment idéologique ou politique, c'est évident et c'est en un sens rendre hommage à la puissance et au caractère Mm. populaire de ces formes artistiques. C'était aussi le cas du cinéma, enfin ça l'est toujours d'une certaine façon. Donc oui, c'est possible, mais de la même façon, on peut redire que on peut faire, on a pu faire un usage euh, idéologique et de manipuler. On a pu se servir pour manipuler avec d'autres genres artistiques. Donc je pense pas que ça soit particulier à ce type Mm. de forme artistique. Sur les distinctions entre cinéma, série, clip vidéo, bien sûr qu'elles existent et c'est l'affaire de spécialistes que les étudier. C'est l'affaire aussi des créateurs de s'en instruire. Mais d'un point de vue philosophique et en reprenant des choses que j'avais étudiées pour ma thèse sur la philosophie du cinéma, je dirais que j'ai tendance à me méfier de cette recherche de ce qu'on appelle les spécificités du médium artistique. Mm. Parce que, à l'instar de Noël Carroll ou de Stanley Cavell, je pense que ce type de pensée, enfin type de raisonnement, en fait, c'est une espèce Mhm. de réflexe, hein, a fait plus de mal à la philosophie de l'art qu'elle n'a fait du bien. Je crois qu'il y a derrière ça une forme d'essentialisme assez dommageable. Euh, donc oui, il y a des différences et oui, c'est intéressant d'y réfléchir parce que ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionnent ces œuvres, peut-être mieux comprendre aussi euh, pourquoi certains sujets euh, pourront être plus aisément traités dans le cadre des séries plutôt que des films. Par exemple, on parlait de manipulation, mais si on pense à une, un phénomène comme le gaslighting que je mentionnais en passant, là, sur lequel je suis en train de terminer un ouvrage, euh, on a une manipulation qui vise à faire douter la personne de ses perceptions, de ses souvenirs, de sa capacité à raisonner, à être un agent autonome, un agent moral autonome. Mais évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. On ne fait pas douter une personne à ce point, même en une journée, même en 2 jours. Il faut que ça soit répété. Et alors là, on pourrait dire, oui, la série, puisqu'elle est fondée sur la répétition, sur une longue période de certains scénarios, certaines interactions entre personnages, va permettre de bien représenter le phénomène, puisque il y aura une adéquation entre la forme temporelle sérielle et la forme temporelle de la manipulation du gaslighting. Mais, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que ça veut dire que si vous voulez traiter du gaslighting, vous êtes obligé de faire une série? Je pense pas du tout. Il y a rien d'obligatoire ou de nécessaire d'un point de vue artistique. Donc ça va pas plus loin. Or, les philosophes ont eu tendance à utiliser ce genre de raisonnement a priori pour presque dire aux artistes ce qu'ils devaient faire. En disant, si vous voulez, enfin, c'était la leçon de Lessing, hein. C'est ce que fait Lessing dans son texte sur le nouveau Laocoon. Le nouveau Laocoon, hein, c'est une sculpture impossible parce que ça représente une action, alors que la sculpture, c'est censé être la représentation de la pose, de la staticité, et alors que non, c'est une sculpture qui est parfaitement réussie. Donc voilà, ça, bon, Mm. je me méfie toujours par rapport à ça.
Oui, tout Euh, à fait. Non, mais on est dans une dimension, on peut dire, horizontale, hein, toujours. Je ne parle pas d'une philosophie qui se croit première par rapport à d'autres moyens, enfin, d'expression, d'autres modes d'expression. Et c'est ça déjà le rapport complexe entre philosophie et art, hein. C'est-à-dire comment il y a pas la philo d'un côté et l'expérience artistique de l'art. C'est très délicat parce qu'on a toujours la, la sensation que les philosophes, c'est déjà parfois quand je suis avec des collègues, ils me disent oui, toi tu enseignes la philo, tu vas nous enseigner un peu l'histoire de l'art, tu vas prendre la philo, ensuite l'histoire de l'art. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, la philo de l'art. La philo de l'art ou l'esthétique, c'est quelque chose, être dans l'œuvre, essayer de comprendre de l'intérieur un peu ce qui se passe, essayer un petit peu non pas de projeter des concepts philosophiques sur déjà des expériences déjà constituées, hein. C'est au contraire essayer de l'intérieur un petit peu de comprendre. Et là, je pense à une autre C'est question, une autre. c'est-à-dire c'est que parfois les metteurs en scène ou les créateurs dans le domaine des séries télévisées sont des experts, c'est-à-dire ils connaissent très bien l'âme humaine, enfin ses faiblesses, sa fragilité, etc. Bien sûr, ils construisent quelque chose qui a intentionnellement, qui vise à créer un peu chez les spectateurs des états. Par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une série, je crois, britannique qui s'intitule Angoisse. Angoisse. Le but, c'était vraiment de faire peur. Hmm. C'est des raisons comme ça, comme, mais bon, enfin, c'est interdit, c'est moins 10 ans, 12, etc. On monte vers 18, etc. Parce qu'il y a tellement un effet et une influence, une forte influence sur un petit peu le psychisme humain qui n'est pas peut-être bien préparé et qui n'est pas bien préparé pour ce genre d'expérience. Donc, il y a des gens c'est pour ça, ils préparent le trucage, on peut dire, entre guillemets, qui a ajusté à ça. Et, euh, et leur but, bien sûr, hein, c'est d'arriver un petit peu à déstabiliser, je veux dire, euh, une tranche de population, ou bien les ados, ou bien les enfants, ou bien d'autres qui sont beaucoup plus fragiles et aussi toute une société, hein. Et euh, c'est pour ça, dans les pays arabes, euh, le pouvoir est très surveille de près tout ça et très très vigilant par rapport à ça. Il y a, par exemple, il y a des chaînes télé tunisiennes, hein, surtout au mois de Ramadan, qui est normalement un mois de prière, qui se prépare pour diffuser des séries, hein. Et, euh, et, euh, ça a un impact et ça a des effets vraiment parfois très négatifs sur certaines catégories de jeunes gens. Et je suis bien sûr, hein, mais je me demande si à quel point on peut ne pas prendre en compte que c'est vraiment tout ça, c'est un travail de trucage, c'est-à-dire finalement, c'est un travail de montage de la part de gens qui sont professionnels et qui visent justement euh, des objectifs bien déterminés. C'est comment on peut séparer la créativité artistique de ça. Et puis garder à la créativité artistique, enfin dans les séries télé ou ailleurs, cette dimension à la fois de spontanéité, de construction positive, toujours d'ouverture sur, sur les possibilités, et ne pas tout simplement de se rester confiné de ce qui est réel, hein, de ce qui se pose comme réel, mais au contraire d'orienter le spectateur vers ce qui lui est possible, et ce possible-là, il est très varié, Euh, oui, alors je suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris, mais en tout cas ce que vous disiez, ça me faisait penser à ce qu'on appelle une esthétique spécialisée, comme par exemple au sens où on va dire que l'esthétique du cinéma, c'est l'étude des moyens à disposition du cinéaste
pour produire certains effets sur le spectateur. Euh, donc on peut les voir comme des trucages, mais on peut aussi les voir comme des formules, comme j'ai essayé Mhm. de le dire dans mon exposé, dans mon intervention. Euh, mais quand on conçoit les choses ainsi, et c'est ce que j'essayais de dire justement à un moment donné dans l'intervention, on se leurre sur le travail artistique, dans le sens où il y a nécessairement des formules, et nécessairement des trucages, Mhm. euh, des, des, des normes qui sont reprises, et sur lesquelles on va s'appuyer pour produire d'autres Mhm. effets peut-être moins attendus. Et c'est, il ne s'agit pas ici de, de, de croire que l'utilisation de formules est contraire à la liberté, à la fois de l'artiste ou du spectateur. Mais euh, c'est vraiment une réalité universelle, je crois, cette idée des recettes. Et je trouvais important de revenir sur ce préjugé, parce que c'est un préjugé qui est très répandu. Le texte d'Alain que j'ai évoqué très rapidement, on le trouve chez beaucoup de professeurs de philosophie en France. Or, il est, euh, il est problématique et certainement caricatural. Il faudrait euh, certainement également nuancer quand on le fait étudier avec peut-être l'étude d'un autre texte euh, moins, moins catégorique sur cette opposition entre art et artisan, art et industrie. Et de ce point de vue, hein, je recommande vraiment la lecture d'Agnès Guéraud, qui est la Dialectique de la pop. C'est vraiment un ouvrage très érudit, très bien Non, écrit. je l'ai dit, je ne suis pas à jour dans mes lectures enfin, Ah oui, esthétiques bien. et Euh, par rapport au cinéma, je dois revoir tout ça. Et c'est intéressant, surtout pour les étudiants dans les écoles de beaux-arts. Et c'est dommage qu'il y a pas, qu'ils sont pas avec nous ce soir, mais on en discutera peut-être quand ils vont visionner l'enregistrement. Il y Et avait une autre chose voilà. que je voulais dire en réponse à Mm. ce que vous m'avez dit, c'est Ouais, quand vous parliez de comprendre l'œuvre de l'intérieur, mm. euh, c'est la démarche que j'avais adoptée dans le livre Sayol Philosophie, là, qui est mon dernier ouvrage publié, où j'avais vraiment cherché à appliquer la méthode que j'avais essayé de mettre en place dans Cinétique. J'avais essayé de théoriser dans Cinétique, hein, proposer des lectures philosophiques de films. Donc là, c'était pour des séries, afin afin de trouver des pensées et même ce que j'ai tendance à considérer comme des exercices spirituels, à l'instar de ce que Pierre Hadot nous a appris à identifier en tant que tel. Et, euh, et donc, j'ai trouvé important, étant donné le contexte là très critique en France vis-à-vis des séries télévisées, ce que j'ai appelé le backlash anti-série, j'ai trouvé ça important de changer un peu de méthode et de revenir à une méthode plus conceptuelle, plus traditionnelle, peut-être un peu dans le style de la philosophie analytique tel qu'on l'a pratiqué dans la deuxième partie du XXe siècle notamment. Donc, mais en un sens, si jamais il y a un livre qui sort de ce travail que j'ai fait récemment, ça sera presque le préquel du livre Sérieux philosophie, c'est-à-dire celui qui permet de comprendre pourquoi il est légitime de partir des œuvres et de considérer que les séries télévisées sont des œuvres d'art authentiques et susceptibles Oui. de recevoir ça. Ouais, absolument, parce que enfin c'est très important parce que toi tu supposes ou tu présupposes toujours que les séries, le cinéma, etc. portent en, en soi une dimension éthique ou morale. C'est-à-dire il y a toujours quelque chose d'apprendre moralement. C'est-à-dire que les séries télévisées, peut-être on peut le regarder dans leur côté un peu éducatif, moralisant ou c'est toujours tu les prends toujours dans leur côté, mais il y a des séries vraiment où c'est le contraire. L'effet, c'est Ouais. on le voit Mm. déjà, on le voit déjà. C'est-à-dire les jeunes, par exemple, sont de plus en plus attirés par ce qui n'est pas
qui les pousse à autre chose, à quelque chose qui sort de leur quotidien, de l'ordinaire, et qui Mhm. les fait détacher un peu des normes, des valeurs, etc. C'est plus que autre chose, c'est-à-dire plus que vers des choses qui leur donnent à réfléchir ou qui les rappellent du poids des valeurs morales, etc. Ils sont un peu tirés de plus en plus par le biais, je dis pas par le biais des séries seulement, par le biais de beaucoup de choses, parce que dans la société, il n'y a pas que les séries télévisées qui peuvent impacter, il y a aussi d'autres activités, par exemple le sport, etc. On est par exemple plus attiré par le métier de footballeur. Et on est beaucoup plus attiré. Et d'ailleurs, le sport lui-même est devenu comme une industrie. C'est-à-dire, on joue plus pour des valeurs ou pour défendre le maillot, pour défendre, mais vraiment pour gagner un peu, pour avoir un gros salaire ou pour être connu, pour être populaire et pour être Mhm. populaire, etc. Donc, c'est-à-dire, les séries télé, le ciné n'échappe pas à ça. C'est-à-dire, nous sommes euh, un peu influencés par cette ambiance ou cette atmosphère générale qui fait que nous sommes attirés, enfin, les jeunes notamment, attirés vers tout ce qui n'est pas, qui ne relève pas de leurs habitudes, de ce qu'ils ont l'habitude de voir, de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans le comportement des gens autour d'eux, mais qu'ils ont envie d'autre chose. Et, euh, mais moi, par exemple, quand j'ai parlé trucage, c'est-à-dire parfois il y a des séries ou des films, il y a beaucoup de trucage, c'est-à-dire on est vraiment en plein artifice, en plein artificiel. Et bien sûr, l'image que reçoit le spectateur, c'est tout à fait différente. Il va pas à l'arrière-plan ou les coulisses, par exemple, d'un tournage. Il voit le film, la projection dans une salle, il voit, il s'identifie à des personnages. Alors, il voit pas tout le travail qui a été fait derrière, dans les coulisses, qui est vraiment entièrement parfois basé sur des trucages ou sur des procédures tout à fait artificielles qui n'ont rien à voir avec la vie réelle. Alors, l'exemple, c'est pour ça que je dis, il faut faire peut-être le tri, c'est-à-dire quand on regarde un film comme l'Évangile selon saint Matthieu, on voit que les acteurs sont des gens ordinaires, qui lui, il trouve comme ça, il les choisit le jour même du tournage, il les met comme ça dans un décor, et ça vraiment a donné, ça a donné au film un charme et une dimension tout à fait euh, un peu très vif, hein, comme très vif, et qui a, jusqu'à maintenant, je sais pas, ce film-là est toujours considéré comme parmi les classiques, hein. L'Évangile Saint-Matthieu, je suis pas chrétien, mais quand même, ça vraiment, ça me touche de voir ces plans, cette musique, ces gens, ce noir et blanc, tout à fait expressif, et, euh, et c'était un grand morceau de ciné, quoi, de ciné. Alors que Mhm. parfois, comme par exemple l'exemple sur lequel tu as travaillé, enfin, les séries, etc., ça repose beaucoup sur c'est vrai, sur des technologies, etc. C'est très important. Moi, je dis ça je dis pas pour dévaloriser tout ça, mais au contraire, hein, c'est un point de vue parmi d'autres. C'est que ça, vraiment, ça nous met dans un dans une dimension qui tout à fait n'est pas celle de la vie. C'est pas celle de la vie. Et au contraire, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'on a du mal à communiquer avec eux parce qu'ils sont dans un autre ordre de pensée, justement parce ils sont impactés par ça. Et, euh, et j'ai parfois envie de leur dire, euh, il faut vraiment revenir à une certaine conscience ou perception des choses et du réel et ne pas rester, par exemple, plonger des heures, hein, parce que tout est lié dans des jeux vidéo qui vont vous entraîner dans un monde tout à fait fictif et qui finalement vont absorber petit à petit votre capacité à réfléchir, à votre intelligence. Oui, alors ouais, c'est pareil, je suis pas sûr de bien comprendre, mais euh,
J'ai j'ai l'impression que là, il y a l'idée que dans, dans ce que vous dites, que l'art ne devrait pas nous divertir ou nous distraire autant qu'il peut le faire pour certaines personnes, qui devrait nous ramener au réel plutôt que de permettre cette Mm. évasion du réel. Et je j'ai pas vraiment d'avis Mm. sur la question. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est que on va pouvoir trouver ce genre de thèse chez des personnes qui sont pourtant adeptes d'un art d'avant-garde très exigeant. Mm. Je pense Clive Bell, quand il défend le formalisme, il dit le but de l'art, c'est pas du tout de reproduire le monde réel, c'est de nous emmener vers un autre monde Mm. qui va nous offrir d'autres émotions que celles qu'on peut trouver dans le monde ordinaire. Euh, mais ce que je trouvais intéressant dans le livre de Steven Johnson, que j'ai cité là, avec le Slipper Curve, c'est de montrer que il y a quand même des compétences particulières qui sont mises en œuvre quand on joue aux jeux vidéo, qu'il y a une forme de patience quand même assez incroyable parce que faut vraiment accepter de passer des dizaines d'heures avant de pouvoir se sortir du jeu. Il y a l'idée que les règles du jeu ne sont pas données, il faut les trouver. Et ça c'est très intéressant parce que ça renvoie aussi à nos sociétés en mutation dans lesquelles les règles sociales évoluent assez rapidement et où en effet la meilleure compétence c'est pas celle de savoir appliquer des règles qui n'ont jamais changé, qui ne changeront jamais, mais voilà, capable de découvrir comment les règles évoluent elles-mêmes au fur et à mesure et quelles sont les meilleures façons de les jouer. Et l'autre élément, l'autre aspect que je trouve que je pourrais dire quand même, que je voudrais avancer en réponse à ce que vous venez de dire, c'est euh, qu'il est quand même difficile d'imaginer un investissement aussi puissant et important d'autant de personnes dans un imaginaire qui n'a aucune connexion avec quoi que ce soit de réel et en rapport avec le monde ordinaire. Je pense que c'est la connexion, elle est là, même s'il n'est pas forcément évident quand on n'est pas vraiment soi-même impliqué dans ce domaine-là. Dans le jeu vidéo, par exemple, quand on est abstrait, on ne voit pas l'intérêt de. Mais il Mm. doit y avoir une connexion, mais qui n'est pas forcément la connexion à laquelle on songe spontanément. Donc bref, j'ai beaucoup de difficultés à juger d'autres pratiques. Il faudrait voir Ouais. exactement ce que c'est. Il faudrait penser au rôle que peut jouer à un moment donné une forme d'activité pour un esprit qui est en formation, qui se cherche et qui a peut-être justement besoin de se retrouver dans un univers déconnecté du réel pour se protéger, se ressourcer, peut-être. Voilà. Bon, mais là, Oui, ça il y dépasserait a. assez largement mes compétences en esthétique, mais voilà. Et j'ai vu qu'il y a une question dans le chat, alors Ouais. peut-être tu me réponds. Si on Ah oui, c'est imaginait. Ginen. Alors, Ah, merci je te pour laisse. le Je te message. laisse. Mm. Est-ce qu'on s'imaginait un monde sans cinéma ni série télévisée serait-ce vraiment une perte culturelle? Je pense que la réponse, elle est dans la suite du paragraphe, parce qu'en effet, si le dispositif qui a façonné nos imaginaires, même notre mémoire collective disparaissait, oui, ça serait certainement une grande perte culturelle. Euh, alors, est-ce que ça signifie que bon, on ne pourrait pas continuer à exister, à vivre? Bien sûr que non. Non seulement parce qu'on a vécu quand même en tant qu'espèce, espèce humaine, assez longtemps sans cinéma ni série télévisée, mais aussi parce qu'il y a il n'y a pas nécessairement une concurrence entre les formes d'expression artistique, dans le sens où je pense que une, un des rôles importants que j'ai souligné dans l'intervention, c'est le rôle propédeutique des séries télévisées ou des films, ou pourquoi pas des jeux vidéo, pour aborder des formes d'expression peut-être moins faciles d'accès. On peut, ça a toujours été la méthode que j'ai préconisée quand j'étais enseignant dans le secondaire, en lycée, partir des extraits vidéo pour, pour revenir au texte.
Non pas que le texte serait nécessairement supérieur, mais dans le sens où on a besoin des deux, en fait, si on veut enrichir nos expériences et nos pensées. Besoin du texte pour Absolument. analyser C'est correctement l'extrait, et c'est peut-être pas besoin de l'extrait pour mettre un c'est peu de pas d'émotion et de densité dans des textes. Oui. Mm. c'est pas assez pratiqué, par exemple, ici en Tunisie, ou je pense au Liban aussi, ou dans d'autres pays, parce que Ginène est au Liban, l'enseignement de la philo par le ciné, par le cinéma. Je me rappelle toujours de quelqu'un qui s'appelle Cédric Aïsset, je crois. Et il y a des années où il a commencé, enfin, il a enseigné carrément la philosophie en utilisant des extraits de films, et ça marchait très bien. Mais en Tunisie, je crois que c'est rarement, sauf peut-être dans quelques cours en master, en cours d'art, etc., qu'on associe ciné et philo. Mais en général, malheureusement, c'est pas une pratique tout à fait dans les mentalités ici. Et quand j'ai commencé à enseigner un peu comme ça, allez bon, on va travailler à philosophie, littérature, philosophie, cinéma. Beaucoup d'étudiants me disent, mais on comprend pas comment ça peut marcher, mais c'est très Mm. intéressant, c'est très intéressant. Euh, Hugo, merci beaucoup Oui, ben, pour merci. cette, pour cette conférence. Et entre autres, j'ai appris que Sigmund Freud a préfacé Les Frères Karamazov. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement sur ce roman de Dostoïevski, mais c'est toujours vraiment c'était Mm. un plaisir d'avoir écouté. Et puis vraiment, il y a beaucoup de choses je dois lire. Et puis, je dois revoir. Oui, merci beaucoup, Mais MD. j'ai Merci beaucoup, exprimé MD, pour... là, j'espère que j'ai pas exprimé une posture conservatrice non, pas du tout. J'ai essayé de dire comment ce regard sur ce rapport philo-ciné, série télévisée change d'un paysage, enfin Mm. d'un, d'une plateforme sociale à une autre en prenant, et ça reste quand même, les séries télévisées restent vraiment liées à un instrument qu'on appelle la télévision. Et il faut aussi réfléchir sur ça, cet instrument. Mm. 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 Mais ce que Merci beaucoup, MD. Ouais. ma position, c'était de dire vraiment, il faut distinguer série et série. Il faut pas, parce que vraiment, peut-être, D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup, MD. Merci pour l'accueil et puis pour cette discussion enrichissante, dont, de rien, j'espère te revoir, te voir un jour en Tunisie, afin de débattre de tous ces sujets-là qui sont très, très intéressants pour les jeunes, pour les chercheurs dans le domaine de l'art, des arts, arts visuels, etc. Et j'espère que tu viendras un jour bah, en avec grand Tunisie plaisir. pour vraiment faire vraiment un échange en temps réel, ou je veux dire avec beaucoup de gens et bien sûr qui vont profiter de tout le travail que tu es en train de faire. Bon, très bien. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Merci, merci Ginène. Ah, merci Hugo. Oui, merci.